Et si je te disais que tu es entouré de miracles et que chaque jour tu les ignores? Cette question, c'est une gifle invisible, une de celles qui ne laissent pas de marque sur la peau, mais qui résonne profondément dans l'âme. Parce qu'au fond, tu le sais déjà, il y a quelque chose qui cloche dans ta façon de regarder le monde. Et c'est peut-être pour cela que Confucius commence justement par là. Avant de parler de morale, avant de parler de devoir, il parle des yeux. Pas des yeux physiques, mais des yeux de la conscience, de la présence, de la beauté. Tout a sa beauté. Tout le monde ne la voit pas. Voilà la phrase. Et ce n'est pas juste une belle citation. C'est une accusation, une invitation. Et plus que tout, un avertissement. Réfléchis bien. Quand as-tu vraiment vu quelque chose pour la dernière fois? Pas juste regarder, pas juste remarquer, mais vu avec profondeur, avec révérence. Quand t'es-tu arrêté, vraiment, pour observer la façon dont la lumière du matin traverse le rideau et peint le mur d'un doré silencieux? Quand as-tu écouté le bruit de l'eau descendant dans la canalisation comme une chanson anonyme composée par des siècles d'érosion, de gravité et de hasard? Quand as-tu vu de la poésie dans l'aboiement d'un chien ou dans le silence de ton chat endormi? Tu trouves peut-être tout ça banal. Mais sais-tu ce qui est vraiment banal? Notre indifférence chronique face aux miracles de l'ordinaire. Nous vivons anesthésiés, accros à l'urgence, esclaves de la productivité, marchant comme des machines programmées pour faire, 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 en oubliant le plus humain des verbes, ressentir. Tu te réveilles et prends ton téléphone. La première lumière que tu vois n'est pas celle du soleil, mais celle de l'écran. Tu tapes, tu fais défiler, tu absorbes des titres, des likes, des notifications, et en moins de 2 minutes, ton cerveau est déjà noyé sous les comparaisons, les jugements, les désirs fabriqués. Tu n'es déjà plus toi, tu es devenu une extension d'un algorithme. Dans cet état, comment pourrais-tu voir la beauté de quoi que ce soit? Confucius disait que voir la beauté est un exercice éthique. Ce n'est pas une simple contemplation esthétique, c'est un acte de présence consciente. Car celui qui voit la beauté des choses voit aussi la beauté des autres. Et celui qui voit la beauté chez l'autre en prend soin, respecte, aime. Mais nous n'aimons pas, nous utilisons. Nous utilisons le temps, les autres, les lieux, comme si tout n'était qu'un décor jetable, dans un film médiocre que nous tentons maladroitement de réaliser sur nos vies. Quand quelque chose ne marche pas, un ordinateur lent, un enfant qui pleure, une voiture qui ne démarre pas, un téléphone qui plante, notre première réaction, c'est l'impatience, la colère, le rejet. On maudit la lenteur de la machine, mais on oublie de célébrer le fait qu'elle fonctionne, qu'elle existe, qu'elle nous connecte au monde. Tu veux voir un paradoxe? Tu te plains des embouteillages, mais tu oublies que tu es dans une voiture, à l'abri de la pluie, avec de la musique, de la climatisation et une destination programmée. Tu râles parce que tu dois travailler, mais tu oublies que des millions de personnes donneraient n'importe quoi pour avoir ce que tu as. Et peut-être le plus cruel, tu t'énerves contre le bruit de tes enfants, et plus tard, tu te surprends à regretter précisément ce bruit quand ils grandissent et se taisent. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est une question de perspective, de lucidité, de sensibilité. La beauté dont parle Confucius n'est pas décorative, elle est transformatrice. C'est une lentille qui change ta façon de marcher, de parler, de toucher et même de souffrir. Car oui, même la souffrance a sa beauté. Il y a une beauté brute dans la larme de celui qui a perdu un être cher. Il y a de la dignité dans le silence de celui qui souffre en silence. Il y a même de la beauté dans l'échec quand il est honnête. Confucius ne dit pas d'ignorer la douleur. Il dit que si tu regardes de près, même dans la douleur, il y a une révélation. Mais pourquoi est-ce si difficile à voir? Parce qu'on nous a appris à courir dès l'enfance. Courir pour être le meilleur, le plus riche, le plus beau, le plus aimé. Courir pour devenir quelqu'un. Comme si tu n'étais pas déjà quelqu'un depuis toujours. Comme si ton existence avait besoin d'être justifiée, validée, applaudie. Et dans cette course folle, on oublie de regarder autour. La vie devient un tunnel d'objectifs.
Une liste de choses à faire, sans fin. Et la beauté ne se trouve pas au bout de cette liste. Elle est sur les côtés, dans les détails, dans ce qui passe inaperçu. Sais-tu ce qui a dû se produire pour que tu existes? On ne parle pas de petites choses, on parle de collisions de galaxies, de l'improbabilité de ta lignée génétique, de milliards de variables qui ont dû s'aligner pour que tes yeux soient en train de lire cette phrase. Maintenant, la probabilité que tu existes est plus faible que de gagner à la loterie plusieurs fois d'affilée. Et pourtant, te voilà, avec des poumons, des synapses, une peau, une mémoire, un prénom. N'est-ce pas un miracle? Alors pourquoi vivons-nous comme si rien n'était jamais suffisant? Parce que nous avons oublié, parce que nous sommes distraits, parce que nous avons perdu l'habitude de contempler. Et c'est peut-être pour cela que Confucius, il y a plus de 2000 ans, nous criait déjà « Réveille-toi, regarde la beauté, elle est là, elle a toujours été là ». Le monde n'a pas tant changé. Ce qui a changé, c'est notre capacité à le percevoir. Nous sommes sourds de bruit, aveugles de trop-plein. La beauté est devenue un luxe, alors qu'en réalité, elle est l'élément le plus démocratique qui soit. La fleur qui pousse sur le trottoir est gratuite. Le ciel ne demande pas de billets. L'odeur du pain chaud à la boulangerie du coin n'a pas besoin de mots de passe. Le rire spontané d'un enfant ne dépend pas du Wi-Fi. Mais nous avons perdu l'accès, parce que nous sommes trop occupés. À quoi? À rien. La vérité, c'est que la beauté du monde est toujours là, attendant d'être remarquée. Et quand tu commences à la remarquer, quelque chose change. Tu ralentis, tu respires, tu ressens de la gratitude. Pas pour quelque chose d'extraordinaire, mais pour quelque chose de simple. Tu te réconcilies avec le présent. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que, quand tu commences à voir la beauté dans le monde commence à voir la beauté en toi. Confucius ne nous a pas demandé de changer le monde. Il nous a demandé de changer notre regard. Car le regard change tout. Une même pièce peut être une prison ou un refuge. Un même silence peut être solitude ou paix. Une même personne peut être agaçante ou fascinante, selon ce que tu choisis de voir en elle. Et toi, qu'as-tu choisi de voir? Es-tu en train de passer à côté des détails de ta vie en attendant un grand moment qui ne viendra peut-être jamais? Es-tu en train de manquer les petits miracles, les subtilités, les gestes tendres, les couleurs du soir, l'odeur du café, la texture de la pluie? Peut-être est-il temps d'apprendre à voir de nouveau, de réenchanter le monde, de ressentir à nouveau comme lorsque tu étais enfant et que tout te semblait nouveau, étrange, magique. Car peut-être que le secret d'une vie pleine ne se trouve pas dans la conquête de choses nouvelles, mais dans le fait de voir les choses anciennes avec un regard neuf. Et si c'était vrai que tout a sa beauté, qu'as-tu laissé passer sans le remarquer? Tu veux changer le monde? Alors rentre chez toi et commence par faire la vaisselle. Cette phrase n'est pas de Confucius, mais il l'aurait signée sans hésiter. Car pour le penseur chinois, la morale ne naît pas dans les livres, elle naît dans le salon. Elle ne se forge pas dans les grands discours, mais dans les conversations du quotidien, dans la manière dont un père regarde son fils ou dont une mère respecte sa propre mère. Il est facile de parler de justice sur Internet. Ce qui est difficile, c'est de ne pas hausser le ton avec ceux qui partagent notre toit. Et c'est précisément pour cela que Confucius disait « La force d'une nation réside dans l'intégrité du foyer ». Pause. Respire cette phrase. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, ce n'est peut-être pas la faute des lois, des présidents ou des partis politiques. Peut-être que le problème est plus proche, dans la manière dont nous parlons à nos enfants, dans la façon dont nous écoutons nos parents, dans notre attitude envers ceux qui vivent avec nous, envers ceux qui ne peuvent ni nous renvoyer, ni nous cancel, ni nous promouvoir. Pense à ta maison, à ton cercle intime. Combien de fois as-tu ignoré ceux qui t'aiment le plus? Combien de fois as-tu mal parlé à ta mère parce que tu étais pressé? Combien de fois as-tu répondu sèchement à ton père juste parce qu'il a répété une question? Combien de fois as-tu crié sur tes enfants simplement parce qu'ils étaient des enfants? La vérité, c'est que nos plus grands péchés moraux ne se produisent pas sur les réseaux sociaux, mais dans la cuisine, la chambre, la voiture ou sur le groupe WhatsApp de la famille.
Confucius croyait que si l'ordre règne dans la maison, il se répand à l'extérieur, que l'éthique naît du micro, qu'un pays éthique ne peut exister que s'il est composé de foyers éthiques, que les grandes révolutions ne commencent pas par des foules dans les rues, mais par des gestes de gentillesse répétés entre quatre murs silencieux. Mais croyons-nous encore à cela? Nous vivons une époque étrange, où des gens réclament la justice en ligne, mais humilient leurs enfants avec de l'ironie déguisée en blague, où l'on parle d'empathie, mais on traite la femme de ménage comme une invisible, où l'on exige le respect sur la route, mais on ignore la grand-mère qui parle seule sur le canapé. Nous sommes incohérents, et Confucius le savait. Il n'y a pas de société forte avec des familles faibles, pas d'État juste avec des maisons pleines de cris, pas de morale publique sans bonté privée. Il nous rappelle que le tout premier et le plus important lieu de formation du caractère, c'est le foyer. C'est là que l'on apprend ou désapprend à être humain. Tu te souviens de la première fois que tu as entendu cette phrase « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Peut-être à l'école ou dans un dessin animé. Mais pour Confucius, ce principe n'était pas une philosophie pour enfants. C'était la base de toute vie sociale. Et tu sais où il devrait s'appliquer en priorité, à la maison. Parce que si je ne veux pas être maltraité, pourquoi je manque de respect à mon frère? Si je n'aime pas être ignoré, pourquoi je n'écoute pas mon fils avec attention? Si je n'aime pas la froideur, pourquoi suis-je distant avec mon père? Cela paraît simple, et ça l'est, mais c'est justement pour cela qu'on le néglige. Regarde cet exemple. Imagine un garçon qui grandit dans une maison où son père ne lui parle que pour donner des ordres. Il ne lui demande jamais comment s'est passée sa journée. Il ne valide jamais ses émotions. Il ne lui dit jamais qu'il est fier de lui. Ce garçon grandit, devient adulte et porte en lui un vide, un écho d'absence. Et tu sais ce qu'il fait? Sans le savoir, il reproduit. Il devient un homme qui ne sait pas dire « je t'aime », qui ne comprend pas pourquoi sa femme se sent seule, même s'ils vivent ensemble, qui ne sait pas parler à ses enfants, car il n'a jamais appris à dialoguer, seulement à commander. Et ainsi, le cycle continue. Les familles ne sont pas parfaites. Elles n'ont pas à l'être, mais elles doivent être conscientes. Elles doivent se voir, se soigner, se traiter avec la même gentillesse que souvent on réserve seulement aux inconnus. As-tu déjà remarqué qu'on traite souvent mieux le caissier du supermarché que son propre frère? C'est dur à admettre, mais nécessaire. Pour Confucius, la famille est un laboratoire de moralité. C'est là qu'on apprend à écouter, à patienter, à partager, à pardonner. C'est là qu'on comprend que le monde ne tourne pas autour de nous, qu'il y a l'autre, qu'il y a des limites, qu'il y a un « nous ». Tu vois cette manie moderne de vouloir tout changer à l'extérieur, le gouvernement, l'école, l'entreprise, le voisinage, tout cela est légitime. Mais si c'est fait sans regard intérieur, cela devient de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas prétendre vouloir réparer le monde si tu n'arrives même pas à ranger ta propre table à manger. Confucius comprenait qu'il n'y a pas de révolution plus puissante que celle menée par l'exemple. Tu peux dire toute ta vie à ton fils d'être honnête, mais s'il te voit mentir au téléphone, c'est cela qu'il retiendra. Tu peux dire à ta fille de respecter les autres, mais si tu es méprisant avec les serveurs, c'est ce qu'elle apprendra. Tu peux dire à ta mère de prendre soin d'elle, mais si tu ne lui demandes jamais comment elle va, ton message se perd. La morale est contagieuse, la bonne comme la mauvaise. Et c'est pour cela qu'il faut cultiver des foyers où les petits actes de respect et de soin ne sont pas des exceptions, mais la norme. Tu veux changer la politique de ton pays? Commence par saluer ceux qui vivent avec toi. Tu veux plus d'empathie dans le monde? Écoute ton grand-père avec attention, même quand il raconte la même histoire pour la 10e fois. Tu veux moins de haine au volant? Demande pardon quand tu hausses la voix sans raison. Tu veux moins d'inégalité? Apprends à ta fille à traiter la femme de ménage avec dignité, tu comprends? Tout commence là, dans l'intime, l'invisible, le quotidien. Aimer l'humanité est facile. Ce qui est difficile, c'est aimer celui qui t'agace à la maison. Mais c'est là que réside le vrai défi. Et c'est là que Confucius pointe du doigt. Et si on abandonnait l'illusion du grand changement pour s'engager dans le plus urgent?
celui qui a lieu entre quatre murs. Tu trouves ça petit? C'est juste parce que tu n'as pas vu l'effet domino. Une conversation sincère entre un père et son fils peut éviter toute une vie de traumatisme. Un câlin donné au bon moment peut empêcher une dépression. Une excuse sincère peut enseigner davantage sur l'éthique que 1000 leçons. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Quand tu commences à semer cela, les autres le remarquent, les visiteurs le sentent, tes enfants deviennent plus confiants, tes parents se sentent plus aimés, et toi, tu te sens plus entier. Et là, oui, la société change, pas par décret, pas par révolution, mais par contagion. Et tout cela parce que quelqu'un, toi, a décidé de commencer par le commencement. Après tout, quel genre de monde veux-tu laisser à tes enfants? Et plus encore, quel genre d'enfant veux-tu laisser à ce monde? Tu as déjà remarqué que la majeure partie de ta vie est vécue à moitié. Cette question dérange, et c'est normal, parce qu'au fond de toi, tu le sais, presque tout ce que tu le fais avec un pied sur le frein. Ton corps est là, mais ta tête est ailleurs. Tes yeux sont ouverts, mais ton cœur est absent. Tu commences des projets que tu ne termines jamais. Tu entres dans une conversation en pensant à ta réponse plutôt qu'à ce que l'autre dit. Tu aimes avec peur. Tu travailles en attendant le vendredi. Tu étudies en rêvant du diplôme. Tu manges déjà en pensant au dessert. Nous vivons dans une culture de la demi-mesure, demi-attention, demi-présence, demi-courage, demi-vie. Et Confucius le savait. C'est pour cela qu'il disait « Où que tu ailles, vas-y avec tout ton cœur ». Mais qu'est-ce que cela signifie, tout ton cœur? Est-ce juste de l'enthousiasme, de l'intensité, de l'émotion? Non, c'est plus que cela. C'est une question d'intégrité. C'est faire quelque chose, comme si c'était la seule chose au monde, à cet instant. Être là, pleinement, sans distraction, sans retenue, sans penser à ce qui vient ensuite, comme s'il n'y avait pas de suite, comme si tout était contenu dans le maintenant. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as ressenti cela? Peut-être en écoutant une musique qui a fait vibrer ta poitrine, peut-être dans une conversation profonde, de celles qui font disparaître le temps, peut-être en cuisinant avec amour pour quelqu'un que tu aimes, ou dans un silence total, où tout semblait à sa place, sans raison apparente. Ces moments sont rares, parce que notre culture les épuise. Elle nous apprend à penser à autre chose, à faire une chose tout en ouvrant 5 onglets mentaux, à répondre aux messages pendant le dîner, à regarder une série tout en scrollant le téléphone, à rêver d'un amour tout en sabotant celui qu'on a. Mais voici une provocation. Et si ce qui manque de sens dans ta vie ne venait pas de l'absence de grandes choses, mais de l'absence de plénitude dans les petites? Vivre à moitié, c'est épuisant. C'est comme ramer avec un seul bras. Ça fatigue, ça déséquilibre. Et ça te fait tourner en rond. Tu as déjà ressenti ça? Cette impression de faire beaucoup d'efforts, mais d'avancer à peine. Peut-être que l'effort n'est pas ce qui manque. Peut-être qu'il manque la direction, combinée à une pleine présence. Parce que faire les choses à moitié, ça consomme autant d'énergie, mais avec moins de résultats. C'est comme allumer le four et laisser la porte ouverte. La puissance est là, mais elle se disperse. Tu t'épuises, et tu ne comprends pas pourquoi. La solution, ce n'est pas faire plus, c'est être plus présent. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend, n'est-ce pas? On vit dans un monde où le multitâche est vu comme un gage de compétence, où l'idéal, c'est de gérer tout le temps. Mais qui a dit que gérer, c'était bien vivre? As-tu déjà vu quelqu'un vraiment heureux dire « je gère » ? Les personnes les plus sereines que j'ai rencontrées étaient totalement présentes dans ce qu'elles faisaient. Quand elles mangeaient, elles mangeaient. Quand elles parlaient, elles écoutaient. Quand elles aimaient, elles s'abandonnaient. Et non, elles n'étaient ni irresponsables ni détachées. Elles étaient conscientes, là, entières. Et c'est pour cela qu'elles étaient pleines. Et toi, tu es où maintenant? Oui, tu regardes cette vidéo, mais vraiment? Ou ton esprit est déjà parti ailleurs? Peut-être que tu penses à ce que tu vas faire après? Peut-être que tu juges si tout cela a du sens? Peut-être que tu as déjà ouvert un autre onglet mental, tout en faisant semblant d'écouter. Et c'est ok, parce que l'esprit fait ça, il s'échappe, il vagabonde.
Mais la vraie question, c'est, veux-tu continuer à vivre comme ça? Regarde bien, on passe notre vie à attendre un grand tournant, un projet qui va marcher, une personne qui va nous compléter, un travail qui va nous rendre heureux. Mais, et si rien de tout cela n'arrivait? Et si le secret ne résidait pas dans ce qui vient, mais dans la manière dont tu t'investis dans ce qui est déjà là? Tu te souviens de ton enfance? Quand jouer était tout ce qui comptait? Quand tu te plongeais dans un jeu comme si l'univers en dépendait? Quand le monde tenait dans une boîte en carton, pleine de vie, de couleurs, de sons? Qu'est-ce qu'on t'a enlevé entre cet enfant-là et l'adulte que tu es devenu? Peut-être qu'on t'a appris que vivre avec intensité, c'est dangereux, que trop ressentir, c'est être faible, qu'il vaut mieux garder une distance de sécurité, que le monde est trop dur pour ceux qui s'abandonnent. Mais Confucius nous rappelle ceci: la vraie force, c'est d'y aller avec tout son cœur. C'est là que la magie se produit, que naissent les nouvelles idées, les amours durables, les connexions qui guérissent, les décisions qui libèrent, et cela vaut pour tout. Si tu vas étudier, étudie avec passion. Si tu vas travailler, travaille avec vérité. Si tu vas aimer, aime avec courage. Si tu vas te reposer, repose-toi avec honneur. Ça semble simple? Ça l'est, mais c'est révolutionnaire. Et tu sais quoi? Le monde sent quand tu es entier. On l'entend dans ta voix. On le voit dans ton regard. On le ressent dans ta présence. Car la plénitude est magnétique et rare, donc puissante. Celui qui s'investit totalement transforme ce qu'il touche. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une expérience. Prends une chose simple, faire la vaisselle, écrire un message, préparer un café, n'importe quoi. Mais fais-le avec 100% de présence, avec le cœur entier, sans téléphone, sans distraction, sans impatience, et observe ce qui se passe. Peut-être que tu réaliseras que le monde n'a jamais été aussi vide. C'est juste que tu n'étais qu'à moitié là. Et si ce contenu t'a touché, si tu y as trouvé un écho, si quelque chose en toi s'est réveillé, alors je te demande une chose dans le même esprit de plénitude. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Oui, maintenant. Pas plus tard. Pas « je verrai ». Pas à moitié. Like la vidéo. Commente ce qui t'a touché, partage avec quelqu'un qui vit peut-être en pilote automatique. Parce que parfois, tout ce qu'il faut pour rallumer une vie, c'est une étincelle de présence venue de toi. Et si la seule chose qui te sépare de la vie que tu veux, c'était simplement le fait que tu as abandonné trop tôt, réfléchis-y un instant. Pas comme une métaphore, mais comme une possibilité réelle. Une ligne mince entre « presque » et « j'ai réussi ». Entre « ça n'a pas marché » et « pas encore ». Entre « j'ai échoué » et « je suis en chemin ». Le problème, c'est que la plupart des gens n'abandonnent pas parce qu'ils sont faibles. Ils abandonnent parce qu'ils ont été conditionnés à confondre lenteur et échec. Nous vivons dans une culture obsédée par la vitesse. Si ce n'est pas rapide, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas maintenant, c'est trop tard. Si ce n'est pas instantané, on perd l'intérêt. Mais Confucius le savait et le disait clairement, peu importe la lenteur avec laquelle tu avances, tant que tu ne t'arrêtes pas. Cette phrase n'est pas juste une belle citation. C'est un coup de poing dans l'arrogance moderne. Un rappel que le bon rythme de l'âme n'est pas celui des applications. As-tu déjà remarqué comme nous sommes toujours pressés? Mais pressés pourquoi? Pour arriver où exactement? Voici la première contradiction. Plus nous courons, moins nous avançons vraiment. Nous sommes trop occupés pour être efficaces. Nous vivons à 100 à l'heure, et pourtant nous sommes constamment en retard, émotionnellement, spirituellement, parfois même physiquement. Ce que propose Confucius est presque hérétique à notre époque. Marcher lentement, mais ne pas s'arrêter. Il ne s'agit pas d'avancer sans but. Il s'agit de progresser en conscience, de faire du progrès un acte quotidien, même imperceptible. Tu te souviens de ce projet que tu as commencé, puis abandonné à la 3e semaine, de ce livre qui prend la poussière sur ton étagère, de cette promesse du nouvel an devenue une blague dès le mois de mars? Tu n'as pas abandonné parce que tu étais faible. Tu as abandonné parce que tu attendais des résultats rapides. Et tu n'as pas eu la patience de continuer. Parce que personne ne t'a appris que la vraie croissance est presque invisible au début.
Elle se fait sous terre, comme une racine, en silence, dans l'ombre, avec persévérance. As-tu déjà vu comment naît un arbre? Tout commence par une graine, un fragment, enterré, caché, vulnérable. Et avant de monter, elle descend. Avant de se montrer, elle s'enracine. Elle crée une base, une structure. Ce n'est qu'ensuite qu'elle perce le sol. Elle grandit lentement, se plie au vent. Il lui faut des années pour offrir de l'ombre, des décennies pour fleurir pleinement. Mais quand elle fleurit, aucune précipitation n'aurait pu faire mieux. Et toi, honores-tu le rythme de ta propre graine? C'est douloureux de reconnaître que peut-être nos rêves ne sont pas trop lents. C'est nous qui allons trop vite pour les rattraper, parce que nous ne supportons pas l'inconfort, la répétition, le silence des jours qui se ressemblent. Mais c'est dans ces jours-là, les répétitifs, les sans éclat, les monotones, que la vie se construit. Le pianiste répète des gammes que personne n'entend. L'écrivain efface des pages entières avant d'en garder un paragraphe. L'athlète souffre seul à l'aube pendant que le monde dort. La mère élève un enfant entre couches, nuits blanches et sacrifices invisibles. Et le monde ne voit que la scène, jamais les coulisses. Tu veux savoir si tu vas réussir à accomplir ce que tu désires tant? Pose-toi une seule question honnête. Peux-tu supporter d'être ignoré, sous-estimé, invisible pendant des mois ou des années et malgré tout continuer? C'est ça la différence. Ce n'est pas le talent, ni la chance, ni le charisme. C'est la constance. Une constance sans public, sans applaudissements, sans réseaux sociaux. Une constance dans la fatigue, dans l'ennui. Une constance même quand tout en toi crie « abandonne ». Et voici un autre point de rupture. Les gens n'abandonnent pas parce que c'est dur. Ils abandonnent parce que c'est lent. Ils croient que ça ne marche pas parce qu'ils ne voient pas encore de résultats. Mais regarde le bambou chinois. Il met 5 ans à pousser sous terre, invisible, en silence. Pendant ce temps, on l'arrose, on le nourrit, on en prend soin chaque jour. Et puis, à la 5e année, il jaillit vers le haut et peut atteindre 25 mètres en quelques semaines. La question n'est pas « combien de temps reste-t-il avant que ça marche ?» La vraie question c'est « as-tu le courage de continuer sans savoir quand ça viendra ?» La vérité, c'est que ne pas savoir fait partie du chemin. La vie est une construction à l'aveugle, un puzzle sans modèle. La seule chose que tu peux contrôler, c'est le prochain pas. Ce geste de continuer, sans applaudissements, sans certitude, sans excitation. Et tu auras peur, tu douteras. Tu voudras tout arrêter. Tu te réveilleras des jours sans sens, avec l'impression que rien n'en vaut la peine. Mais si tu continues quand même, c'est là que tout commence à changer. C'est là que naît quelque chose de rare, la résilience avec un but. Pas la résilience de celui qui s'habitue à souffrir, mais celle de celui qui choisit de supporter le processus parce qu'il sait où il veut aller. Souviens-toi. Tu peux être à 1 mètre de la mine d'or et abandonner, à un email du bon client et renoncer, à une semaine du tournant et reculer. Pas parce que le chemin ne mène pas à ton rêve, mais parce que tu n'as pas attendu le temps que le chemin exige. Tu sais pourquoi? Parce que tu as confondu inconfort et erreur, parce que tu as confondu lenteur et échec, parce que tu as confondu silence et absence. Mais la vraie vie ne suit pas la logique des notifications. Elle est silencieuse. Et elle observe qui est encore là, même quand tout semble immobile. C'est pour cela que Confucius ne te demande pas de te presser, il te demande de persévérer. Il ne veut pas savoir à quelle vitesse tu cours, mais si tu continues à marcher, même en boitant, même en pleurant, même seul. Car celui qui ne s'arrête pas arrive toujours. Ça peut prendre du temps. Ça peut faire mal, ça peut demander tout ce que tu as, mais si tu ne t'arrêtes pas, tu arriveras. Et maintenant, peut-être te demandes-tu, et si je me perds en chemin? Et si tout ça n'était pas pour moi? Alors je te pose une autre question. Et si ça l'était? Et si c'était plus proche que tu ne le crois? Et s'il ne manquait qu'un pas? As-tu déjà pensé que la prochaine grande leçon de ta vie pourrait venir de la personne que tu méprises le plus? Cette idée fait peur, je sais, parce qu'elle nous oblige à admettre quelque chose d'inconfortable. Nous ne savons pas où la sagesse se cache. Et pire encore,
Nous la rejetons souvent, non pas à cause du message, mais à cause du messager. Confucius le savait. Et c'est pourquoi il n'était pas un philosophe d'académie, de ceux qui n'apprennent qu'auprès de sages dans des temples silencieux. Confucius apprenait du monde entier, du marchand, du général, du voleur, de l'apprenti, de l'ennemi, de l'ami, de l'enfant et du vieillard. Car pour lui, le secret n'était pas d'où venait la sagesse, mais si tu étais prêt à la voir là où tu t'y attends le moins. Aujourd'hui, nous sommes entourés de voix. Toutes crient pour capter notre attention. Et curieusement, plus nous avons accès à la connaissance, plus nous devenons sélectifs et arrogants. Nous n'écoutons que ceux qui pensent comme nous. Nous ne lisons que ceux qui confirment nos idées. Nous ne suivons que ceux qui flattent notre ego. Mais le vrai sage est celui qui comprend. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre, y compris, et peut-être surtout, ceux que nous considérons comme inférieurs. Tu vois ce collègue qui t'agace? Il peut, par son impatience, t'enseigner l'art de respirer avant de réagir. Ce membre de ta famille qui ne t'écoute jamais, il t'enseigne la valeur de l'écoute. Cette personne arrogante à la fac, elle te montre ce que tu ne veux pas devenir. C'est exactement cela que prêchait Confucius. Et voici un point essentiel. L'apprentissage se fait autant par l'exemple positif que par l'exemple négatif. Tu apprends grâce à ceux qui t'inspirent, mais aussi grâce à ceux qui te blessent, à ceux qui échouent, qui trahissent, qui tombent. Parce que chaque personne est un miroir, elle reflète quelque chose en toi, quelque chose que tu peux cultiver ou corriger. Respirons un instant. Pause narrative. Jusqu'ici, nous avons appris à voir la beauté partout, à cultiver des valeurs dans notre foyer, à agir avec tout notre cœur et à ne jamais arrêter, même en avançant lentement. Maintenant, vient le moment de comprendre une vérité plus profonde. Tu n'es pas seul sur ce chemin, et les compagnons qui t'entourent, même les plus improbables, font partie intégrante de ta route. C'est étrange à dire, mais les neurosciences modernes confirment ce que Confucius pressentait il y a 2500 ans. Une étude de l'université Harvard montre que la qualité de nos relations est le meilleur prédicteur du bonheur et de la longévité. Ce n'est ni l'argent, ni le statut, c'est qui t'entoure et comment tu te comportes avec ces personnes. Mais attention, qualité des relations ne veut pas dire seulement des gens parfaits autour de toi. Cela signifie comment tu traites les imperfections des autres, comment tu transformes le conflit en leçon, comment tu t'exerces dans la relation à devenir une meilleure version de toi-même. Je vais te raconter une histoire vraie. Un célèbre sculpteur japonais, dont le nom s'est perdu avec le temps, avait l'habitude de se promener dans les villages en observant les gens ordinaires. Un jour, un jeune disciple lui demanda pourquoi il évitait les salons de l'élite. Le vieil homme répondit: « Dans les salons, tout le monde cache son visage. Au marché, les âmes sont à nu. Là, je vois la vérité. » Confucius aurait dit la même chose. La sagesse est cachée dans les interlignes de la vie, dans le geste de celui qui te tient la porte de l'ascenseur, dans la patience du chauffeur de bus, dans le silence gêné de cet ami que tu as ignoré pendant des semaines. As-tu déjà écouté avec attention ce que le monde essaie de t'enseigner aujourd'hui? Encore un exemple, frappant cette fois. Lors d'une retraite spirituelle en Inde, on demanda à un moine quel livre avait le plus changé sa vie. Il répondit « Aucun. C'est un homme aveugle à New Delhi qui m'a appris à voir. » Et il expliqua que le voyant chaque matin toucher le visage des gens pour les reconnaître, il réalisa combien lui, le moine, vivait sans réellement regarder personne. C'est cela la sagesse, savoir que l'autre détient la carte d'un morceau de toi. Mais voici le micro-conflit. Es-tu prêt à baisser la garde, à écouter même quand tu n'es pas d'accord? Ou es-tu enfermé dans une bulle de certitude, confortable, mais qui atrophie lentement ta capacité à grandir? Voilà la tragédie de notre époque. Tout le monde veut être maître, mais rares sont ceux qui acceptent d'être élèves. Confucius disait qu'un bon maître est avant tout un bon apprenti, et que l'orgueil est le plus grand obstacle entre toi et la sagesse. Un exercice simple mais puissant. Aujourd'hui, choisis une personne qui t'agace régulièrement et essaye de la regarder avec d'autres yeux.
Qu'est-ce qu'elle essaie de te montrer? Sur toi-même. Peut-être t'irrite-t-elle parce qu'elle révèle une part de toi que tu refuses de voir. Peut-être te provoque-t-elle parce qu'elle réveille une blessure que tu n'as pas guérie. Ou peut-être qu'elle crie juste pour de l'amour, et tu es sourd de jugement. Parfois, celui qui t'agace le plus est celui qui t'offre la meilleure opportunité de te transformer. Et bien sûr, il y a l'autre côté, les personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui t'aident à grandir. Celles-là, disait Confucius, il faut les imiter, pas avec jalousie, mais avec gratitude. Car être entouré de gens meilleurs que toi, c'est un raccourci vers l'évolution. Comme le disait Jim Rohn, sans savoir qu'il faisait écho à Confucius, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors, observe bien autour de toi. Avec qui marches-tu? Qui t'inspire à être plus honnête, plus courageux, plus calme, plus authentique? Et surtout, qui es-tu pour les autres? Car de la même manière que tu apprends des autres, les autres apprennent aussi de toi. De quoi es-tu le maître? De douceur, de patience, de bonté? Ou es-tu devenu, sans t'en rendre compte, un maître d'ironie, d'intolérance ou d'indifférence? Résumé bref et provocateur, tout le monde autour de toi est ton professeur. La vraie question est, prêtes-tu attention aux leçons? Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette partie. La vie est une école sans mur, où chaque interaction est une leçon déguisée. Le problème, la plupart échouent sans même réaliser qu'ils étaient en train d'être testés. Confucius nous offre une méthode simple et lumineuse. Observe, isole la vertu. Répète, observe, isole le vice. Corrige. Simple? Oui. Mais cela demande de l'humilité et surtout des yeux capables de voir au-delà de l'ego. As-tu ces yeux-là? Car si tu les as, même un ennemi peut te transformer. Même une erreur peut devenir ton maître. Même le silence peut être une leçon. Et si la haine que tu reçois n'était pas un signe d'échec, mais de progrès, réfléchis-y. Car peut-être que tu interprètes tout de travers. Peut-être que ce commentaire méchant, cette rumeur à peine voilée, ce silence glacial entre collègues, ne sont pas la preuve que tu fais quelque chose de mal, mais plutôt que tu fais quelque chose trop bien. Confucius disait, « Si les gens parlent dans ton dos, c'est que tu es en avance. » Mais qu'est-ce que cela signifie? Que la critique est une récompense? Que la jalousie est un trophée? Non. Cela signifie que l'existence authentique dérange toujours ceux qui vivent cachés. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la première réaction du monde face à quelqu'un qui se distingue, ce n'est pas l'admiration, c'est la résistance, le rejet, la tentative d'effacement. Tu l'as déjà senti? Cette sensation que l'on parle de toi, mais que personne n'a le courage de te le dire en face. Ce malaise soudain quand tu entres dans une pièce et que la conversation s'arrête. Ce rire sarcastique, déguisé en plaisanterie, mais qui vise directement ce que tu es. Tu n'es pas seul, c'est courant, c'est le prix à payer quand on avance au milieu de ceux qui stagnent. Mais ça fait mal, parce qu'on a beau dire que ça ne nous atteint pas, au fond, le rejet ronge. Et quand il vient de personnes proches, amis, collègues, famille, il fait encore plus mal. Mais voici la clé. Le problème, ce n'est pas que tu brilles, c'est que les autres ne savent pas quoi faire de ta lumière. Tu sais pourquoi on t'attaque? Parce que tu montres ce qu'ils n'arrivent pas à être. Parce que ton courage met leur lâcheté en évidence. Parce que ta joie résonne dans leur vide. Parce que ta liberté leur rappelle ce à quoi ils ont renoncé. Alors, au lieu de s'inspirer, ils attaquent. Au lieu de demander « Comment fais-tu ?», ils préfèrent dire « Tu te prends pour qui ? Tu ne te prends pour personne. » C'est eux qui ont peur que tu sois meilleur. Voici un micro-conflit. Comment réagir à cela? Tu recules, tu te caches, tu baisses le ton pour t'ajuster au silence des autres, ou bien tu restes debout. Regarde, l'histoire est pleine de personnes qui ont été ridiculisées simplement parce qu'elles osaient être différentes. Galilée a été traité d'hérétique pour avoir dit que la Terre tournait. Van Gogh est mort pauvre et ignoré, alors que ses tableaux valent aujourd'hui des millions. Malala a été victime d'une tentative d'assassinat parce qu'elle voulait aller à l'école. Nelson Mandela a été emprisonné pour avoir combattu le racisme. Et toi, tu crois que tu y échapperas?
Non, si tu es vrai, si tu es intense, si tu oses vivre avec authenticité, tu vas déranger, tu vas provoquer. Tu vas attirer des regards de travers, des gens qui te félicitent en face et ricanent derrière ton dos, des gens qui te copient, mais ne te créditent jamais. Bienvenue. Tu es entré sur le territoire de ceux qui marchent devant. Mais attention, il y a une fine ligne entre reconnaître qu'on est attaqué et sombrer dans la paranoïa, entre comprendre qu'il y a de la jalousie et penser que tout est jalousie. Tout silence n'est pas un jugement. Toute critique n'est pas de la méchanceté. Tout avis négatif n'est pas forcément malveillant. Il faut discerner. Confucius ne disait pas d'ignorer toutes les critiques. Il disait de comprendre leur origine. Viennent-elles d'un lieu constructif ou d'un lieu étriqué? Signalent-elles quelque chose de vrai ou ne sont-elles que des projections de frustration? Et surtout, il disait « Ne t'abaisse pas à répondre à ceux qui parlent dans ton dos, car répondre au venin par le venin ne te renforce pas. Cela te transforme en ce que tu combats. Tu n'as pas besoin de les battre. Tu dois simplement continuer à aller là où ils ne peuvent pas te suivre. Tu veux une statistique inattendue. Selon une étude de l'université de Stanford, 89% des attaques interpersonnelles dans les milieux professionnels proviennent de l'insécurité de l'agresseur et non d'une faute réelle de la victime. Autrement dit, la majorité des critiques que tu reçois n'ont rien à voir avec toi. Elles sont liées à ce que tu réveilles chez l'autre. Et voici un tournant important. Tu ne contrôles pas ce que les autres ressentent pour toi, mais tu es entièrement responsable de la manière dont tu réagis à ce qu'ils te font. Tu veux un autre exemple réel? L'écrivaine britannique J.K. Rowling a reçu 12 lettres de refus avant que Harry Potter ne soit publié. Dans l'une d'elles, on lui disait « Votre livre est confus, trop long et ne correspond pas à la littérature jeunesse. » Aujourd'hui, cette œuvre est la série littéraire la plus vendue de tous les temps et la critique disparue. Parce que quand tu persévères, même le rire de l'ennemi finit par s'incliner devant ton résultat. Résumé méditatif, tu seras jugé de toute façon. Alors sois jugé pour ce que tu crois. Sois jugé pour continuer, même quand ils veulent que tu t'arrêtes. Sois jugé pour être entier dans un monde de demi-mesure. Mais si c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de ta propre famille, quelqu'un que tu as aimé et qui maintenant te sabote dans ton dos, c'est le coup de poignard le plus profond, car la trahison d'un inconnu blesse, mais celle de quelqu'un que tu as protégé fait saigner. Et malgré cela, Confucius nous enseigne, continue d'avancer. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer de la prison émotionnelle dans laquelle l'autre a tenté de t'enfermer. C'est dire, tu ne définis pas ma valeur. Alors, voici une provocation. Es-tu en train de te cacher de toi-même juste pour plaire aux autres? Combien d'idées n'as-tu pas réalisées par peur d'être jugé? Combien de vêtements n'as-tu pas osé porter? Combien de vidéos n'as-tu pas publiées? Combien de textes n'as-tu pas écrits? Combien de parties de toi as-tu étouffé pour rentrer dans un moule qui n'était même pas fait pour toi? Voici la grande vérité. Plus tu te rapproches de ta vérité, plus tu perds certaines fréquentations. Et ce n'est pas un drame, c'est un tri naturel. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à vivre avec courage? Tu attires ceux qui vibrent à la même fréquence. Tu deviens un phare pour ceux qui étaient dans l'ombre. Tu inspires sans même t'en rendre compte. Et surtout, tu te réconcilies avec toi-même. Car il n'y a rien de plus douloureux que de faire semblant d'être moins pour se fondre dans plus. Tu n'as pas été créé pour te cacher, tu as été créé pour briller. Et si ta lumière dérange, qu'ils apprennent à cligner des yeux. Et si le véritable sommet de la vie n'était pas le sommet lui-même, mais la vision que l'on en a, une fois qu'on l'a déjà dépassé. Arriver à la fin n'est pas une défaite. Vieillir n'est pas s'éteindre. Être retiré de la scène, comme le disait Confucius, ce n'est pas être oublié. C'est enfin pouvoir voir toute la pièce, avec clarté. Mais que faisons-nous aujourd'hui de ceux qui ont marché plus longtemps que nous? Nous les ignorons, nous les oublions, nous les envoyons loin. Nous traitons la vieillesse comme une maladie, alors qu'en réalité, elle est le seul destin garanti à ceux qui ont survécu. Nous vivons intoxiqués par la jeunesse,
tellement désespérés à l'idée de paraître éternellement jeunes que nous oublions d'être entiers. La nouvelle ride devient panique. Le cheveu blanc, un défaut. Le 60e anniversaire, une gêne. Mais Confucius voyait autre chose, la vieillesse comme un privilège réservé à ceux qui ont résisté au temps, et pas seulement au temps chronologique, mais au temps existentiel. À ceux qui ont survécu au manque d'amour, à la précipitation, à la déception, à l'angoisse d'être acceptés, à l'effort de s'adapter à un monde qui n'a jamais su les reconnaître. Combien de personnes connaissez-vous qui vieillissent sans jamais mûrir, et combien d'autres, encore jeunes, portent déjà en elles la sérénité de ceux qui ont compris que tout passe. Le temps en soi ne rend pas sage. C'est la douleur bien digérée qui le fait, la lucidité cultivée, le courage de regarder sa propre histoire, sans honte. Mais qui a ce courage lorsque la jeunesse commence à s'en aller, quand le corps ne répond plus avec autant de vigueur, quand les gens cessent d'attendre que vous arriviez quelque part et que vous-même commencez à vous demander si ce « quelque part » a jamais existé? Voici le paradoxe le plus cruel. Plus on a vécu, moins on nous écoute. Comme si le monde n'appartenait qu'à ceux qui montent encore l'escalier et non à ceux qui ont déjà atteint le sommet, trébuché, chuté et décidé, avec dignité, de continuer en paix. Confucius appelait ce moment de la vie le siège d'honneur. Ce n'est plus le temps de courir, c'est le temps de contempler. Ce n'est plus le temps de convaincre, c'est le temps d'observer. Ce n'est plus le temps de rivaliser, c'est le temps de transmettre. Et cette transmission est silencieuse, presque invisible. Elle est dans le geste tranquille du grand-père qui ne se presse pas, dans la grand-mère qui écoute plus qu'elle ne conseille, dans cette femme aux cheveux gris qui entre dans le bus, portant dans son regard un monde d'histoires non racontées, dans cet homme au pas lent qui ne semble pas pressé d'arriver, parce qu'il a compris que la destination n'est pas un lieu, mais une présence. Et vous, avez-vous peur de vieillir, peur de ne plus être vu, utile, désiré, ou bien est-ce une autre peur plus profonde, vieillir sans jamais avoir vécu? Avez-vous déjà regardé le visage de quelqu'un de regrettant à 80 ans? C'est un regard humide, mais sans larmes. Un souffle lourd, mais sans force pour crier. Un corps qui a survécu, mais sans histoire digne d'être racontée. Est-ce cela que vous voulez? Confucius dirait non, car la vie est faite pour être savourée, pas supportée. C'est pourquoi il ne romantise pas la jeunesse. Il n'écrit pas avec fascination sur les 20, les 30 ou les 40 ans. Il célèbre la maturité, la vision large, le détachement, le rire qui n'a pas besoin d'être bruyant, l'amour qui ne cherche plus le drame, le silence qui suffit. Et si vous croyez être encore loin de cela, détrompez-vous, car vous êtes déjà en train de vieillir, maintenant, en lisant ces mots. Tandis que votre corps s'adapte à chaque nouveau fardeau émotionnel, tandis que vos priorités changent, tandis que vous comprenez que certaines batailles ne valent plus le combat. Et cette compréhension, c'est de la sagesse. Peu importe votre âge. Pause narrative. Et si vieillir, ce n'était pas être exclu de la fête? Et si c'était être le seul à avoir compris que la fête, en réalité, n'a jamais eu autant d'importance? Vous avez déjà remarqué comment les plus âgés regardent les plus jeunes? Pas avec jalousie, mais avec compassion, avec ce regard qui semble dire « J'ai déjà été à ta place, ça va faire un peu mal, mais tu vas t'en sortir ». Et quel genre de vieillard voulez-vous être? Un vieux aigri qui n'a jamais accompli ce qu'il voulait? Ou un vieux plein qui a porté ce qui était à lui avec dignité, même si c'était peu, même si c'était imparfait? Le monde a besoin de vieux avec des étoiles dans les yeux, des vieux qui enseignent sans faire la morale, qui aiment sans dépendance, qui embrassent avec fermeté et écoutent avec patience. Confucius fut ce vieillard, et il nous a laissé ce rappel. Au terme du voyage, la plus grande richesse est la sérénité de celui qui n'est plus pressé. Avez-vous déjà pensé que cela pouvait être le plus grand des succès? Pas un prix, pas un poste, pas un trophée, mais simplement s'asseoir en paix avec soi-même, devant sa propre histoire, et pouvoir dire « J'y étais, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai essayé, et maintenant je peux me reposer ».
N'attendez pas que les autres valorisent cela. La jeunesse qui n'a pas encore atteint ce point ne comprendra pas. Mais vous pouvez commencer à construire dès aujourd'hui cette vieillesse digne. Comment? En vivant avec conscience, en faisant des choix que vous pourrez défendre dans 30 ans, en pardonnant avant qu'il ne soit trop tard, en étreignant avec plus d'intention, en écoutant sans téléphone à la main, en aimant avec moins d'ego et en riant. Oui, en riant davantage, même sans dents, même avec des rides, même si personne ne comprend pourquoi. Car la vieillesse n'est pas la fin de la vie, c'est le début de ce que seul le temps peut nous enseigner. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, respirez, savourez et partagez ce chemin avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez. Quelle leçon voulez-vous emporter dans votre vieillesse? Car quand la fin viendra, et elle viendra, qu'elle vous trouve la tête haute, l'âme légère, et les yeux remplis de souvenirs qui valent plus que n'importe quel applaudissement. On se retrouve dans une autre vie ou dans une autre vidéo, mais toujours avec sagesse.